Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Lauren Brox. J'ai 31 ans, et le jour où ma famille a découvert que je gagnais des millions chaque année a été le jour où ils ont arrêté de m'appeler leur fille et ont commencé à me traiter comme un investissement qui était enfin arrivé à maturité. Ma sœur s'est présentée à ma porte avec nos parents derrière elle, comme si elle menait une marche vers un tribunal. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a poussé un dossier contre la poitrine et a dit « Tu nous dois de l'argent pour tout ce qu'ils ont dépensé pour t'élever ». J'ai cru qu'elle plaisantait, jusqu'à ce que ma mère lève son téléphone et dise « Si tu refuses, tout le monde saura quel genre de femme tu es vraiment ». Mon père est resté silencieux au début, mais la façon dont il a regardé au-delà de moi, à l'intérieur de ma maison, vers l'entrée en marbre, l'escalier en verre, les prix d'entreprise encadrés au mur, m'a dit exactement ce qu'il était en train de calculer. J'ai dit « Non. Pas peut-être. Pas plus tard. Non. » En quelques heures, la discussion de groupe familial a explosé de messages me qualifiant d'égoïste, de pourri gâté et d'assez riche pour rembourser les liens du sang. Ensuite, ma sœur est venue sur mon lieu de travail avec son téléphone levé, me filmant pendant que des inconnus en ligne décidaient que je méritais d'être puni. Je n'ai toujours pas craqué. Mais quand mon père a essayé de déposer des documents remettant en question ma santé mentale, espérant que quelqu'un lui donnerait le contrôle de mon argent, j'ai enfin compris. Il ne voulait pas d'amour. Il voulait un accès. Ce soir-là, j'ai ouvert ma porte d'entrée, je leur ai tendu une enveloppe scellée et j'ai dit « Arrêtez, ou on se voit au tribunal ». Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe et pourquoi le visage de ma sœur a pâli au moment où elle l'a lu, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Est-ce que cela correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que la pression familiale n'était qu'une autre forme d'amour. Ma sœur, Émilie, appelait cela être honnête. Ma mère, Cathy, appelait cela me garder humble. Mon père, Richard, appelait cela me rappeler d'où je venais. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était ceci, j'avais le droit de réussir uniquement tant que je restais assez petite pour qu'il puisse me contrôler. J'étais la plus jeune fille, la discrète, celle qui étudiait à la table de la cuisine pendant que tout le monde regardait la télévision, celle qui cumulait 2 emplois à temps partiel à l'université parce que mes parents disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de m'aider après mes 18 ans. Émilie a toujours dit que j'avais eu de la chance. Elle l'a dit quand j'ai reçu ma première bourse, quand j'ai emménagé dans un minuscule appartement dont la peinture s'écaillait, quand j'ai créé mon premier outil logiciel à partir d'un ordinateur portable d'occasion. Et quand cet outil est devenu la fondation d'une entreprise de cybersécurité qui s'est ensuite vendue pour plus d'argent que quiconque dans ma famille n'aurait jamais imaginé. La chance. C'était son mot préféré pour chaque sacrifice qu'elle n'avait jamais vu. À 31 ans, je possédais un cabinet de conseil, j'avais investi dans plusieurs startups, et je venais de signer un accord qui allait porter mon revenu annuel à plusieurs millions. Je ne publiais pas de chiffres en ligne. Je ne me vantais pas. Je n'achetais pas de voiture tape à accent grave-l'œil pour parader dans mon ancien quartier. Mais les articles économiques adorent les gros titres, et un portrait a tout changé. Le gros titre disait « La fondatrice autodidacte Lauren Brox bâtit un empire de la sécurité à 8 chiffres ». Cet article est parvenu à Émilie avant même que je n'ai pu finir mon café du matin. À 7h42, elle m'a envoyé un SMS, « Alors, c'est pour ça que tu te crois supérieur à nous. » À 7h51, ma mère a écrit, « Ton père est blessé que des inconnus soient au courant de ton succès avant ta propre famille. » À ricanement 8h03, mon père a envoyé une seule phrase, « Nous devons parler de ce que tu nous dois. » J'ai fixé le téléphone pendant un long moment, car ce mot, « devoir », semblait plus lourd que les félicitations, plus lourd que la fierté, plus lourd que l'amour. J'avais déjà aidé, discrètement. J'avais payé les frais médicaux de ma mère quand elle a eu besoin d'une opération. J'avais couvert 2 mois de prêt immobilier de mon père après qu'il a perdu son travail. J'avais envoyé de l'argent à Émilie quand son divorce a mal tourné, même si elle disait à tout le monde que je n'avais jamais levé le petit doigt. Mais rien de tout cela ne comptait, parce que je n'avais pas transformé ma vie en leur fonds d'urgence privé. À midi, Émilie m'avait envoyé un tableur. Elle avait réellement fait un tableur intitulé « Frais d'éducation ». Il énumérait la nourriture de ma naissance jusqu'à mes 18 ans, les vêtements d'école, les cadeaux d'anniversaire, l'argent pour l'essence, le travail émotionnel,
et même une catégorie ridicule appelée « opportunité perdue à cause de l'éducation de Lorraine ». Le total en bas de la page était de 487 000 $. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau refusait d'accepter que ma propre sœur ait mis un prix sur mon enfance. Quand je l'ai appelée, elle a répondu « Avant que tu ne commences à faire l'offusqué, tu as les moyens de payer ». J'ai demandé si maman et papa étaient au courant. Elle a répondu « Ils m'ont aidé à faire la liste ». C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, silencieusement mais de façon permanente. Je lui ai dit que je ne paierais pas un centime pour être né. Elle a dit « Alors, tu choisis l'argent plutôt que la famille ». J'ai répondu « Non, Émilie, c'est toi qui fais ce choix ». 3 heures plus tard, ma sonnette a commencé à retentir encore et encore, comme si quelqu'un essayait de casser le bouton. Sur ma caméra de sécurité, j'ai vu Émilie debout sur mon porche avec Cathy et Richard derrière elle. Émilie tenait le tableur dans une main et son téléphone dans l'autre. Ma mère avait l'air dévastée, mais pas de la manière dont une mère aimante réagit lorsqu'elle craint de perdre son enfant. Elle avait l'air dévastée parce qu'elle s'attendait à ce que je cède plus vite. Mon père n'a même pas fait semblant d'être ému. Il a jeté un coup d'œil aux voitures dans mon allée, à l'aménagement paysager, à la taille de la maison, et sa mâchoire s'est contractée avec un sentiment silencieux de droit. Quand j'ai ouvert la porte, Émilie s'est avancée et a dit « Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté un plan de remboursement ». Ma mère a dit « Hein, une bonne fille voudrait faire ça ». Mon père a ajouté « Tu n'aurais pas de vie si nous ne t'avions pas élevé ». Je les ai regardés et je me suis souvenu des déjeuners froids à l'école, des chaussures que je recollais moi-même parce que demander des neuves signifiait se faire traiter de reine du drame. Des nuits où je donnais des cours de soutien à d'autres enfants pour un peu d'argent parce que mes parents disaient que l'ambition coûtait cher. Je me suis souvenu qu'Émilie avait emprunté mon ordinateur portable d'université et me l'avait rendu cassé, avant de dire à maman que j'étais égoïste d'être contrarié. Je me suis souvenu de chaque fois où l'on m'a dit d'être reconnaissante pour le strict minimum. Et pourtant, même avec tout ça, je ne voulais pas les détruire. Je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Alors, j'ai dit, je suis reconnaissante d'avoir été élevée, mais je ne suis pas responsable de vous rembourser votre rôle de parent. C'était votre choix. Le visage d'Émilie s'est durci. Alors on va laisser tout le monde voir qui tu es vraiment. Elle a levé son téléphone et a commencé à enregistrer avant que je ne puisse fermer la porte. C'est ainsi que la guerre a commencé. La première vidéo qu'Émilie a publiée ne durait que 47 secondes, mais elle était montée comme un documentaire criminel. Elle se tenait devant ma maison, les larmes aux yeux, chuchotant « Ma sœur millionnaire refuse d'aider nos parents après tout ce qu'ils ont sacrifié pour elle ». Elle n'a jamais mentionné le tableur. Elle n'a jamais mentionné le montant. Elle n'a jamais mentionné les factures médicales que j'avais payées, l'argent que j'avais envoyé, ou le fait qu'elle était arrivée chez moi en exigeant près d'un demi-million de dollars comme frais d'éducation. Elle a juste pointé la caméra vers mon portail et a dit « Certaines personnes deviennent riches et oublient les liens du sang ». À minuit, la vidéo comptait plus de 200 000 vues. Au matin, des inconnus dans mes commentaires me traitaient de monstre. Des gens ont trouvé la page de mon entreprise et ont laissé des avis à une étoile en disant que j'exploitais ma famille. Une femme que je n'avais jamais rencontrée a écrit « J'espère que tes parents te poursuivront en justice pour tout te prendre. » Ça. Une autre personne a publié l'adresse de mon bureau et a dit « Allez lui demander pourquoi elle déteste les personnes qui lui ont donné la vie. » C'est à ce moment-là que ça a cessé d'être embarrassant pour devenir dangereux. Mon assistante m'a appelé à 7h15 et m'a dit qu'il y avait des gens devant le bâtiment avec des téléphones. J'ai conduit jusqu'au travail en passant par le parking des employés, je suis entré par la porte de derrière et j'ai trouvé mon personnel faisant semblant de ne pas avoir l'air inquiet. Aucune fondatrice ne veut voir de la peur sur le visage des personnes qui dépendent d'elle pour leur salaire. J'ai réuni tout le monde dans la salle de conférence et je leur ai dit la vérité. Ma famille essayait de faire pression sur moi pour que je leur donne de l'argent, et ils utilisaient l'humiliation publique comme moyen de pression. Personne n'a ri. Personne n'a demandé de potin. Mon directeur des opérations, Marc, a demandé « Avons-nous besoin de sécurité ?» Je voulais dire non. Je voulais croire que ma famille n'irait jamais aussi loin. Puis, la réceptionniste a frappé et a dit que ma sœur était en bas en train de filmer le hall. J'ai regardé les images de vidéosurveillance depuis mon bureau. Émilie se tenait devant les ascenseurs, pleurant assez fort pour que tout le monde aux alentours puisse l'entendre. Elle se cache parce qu'elle sait qu'elle a tort, disait-elle dans son téléphone. Lorraine Brooks peut gagner des millions,
mais elle ne peut rien donner à ceux qui l'ont élevée. J'ai appelé la sécurité du bâtiment. Mes mains étaient stables, mais à l'intérieur, quelque chose de froid s'était installé derrière mes côtes. Ce n'était plus de la peur. C'était de la lucidité. Émilie voulait faire le spectacle, et elle avait choisi mon lieu de travail comme scène. Quand la sécurité lui a demandé de partir, elle a crié, elle abuse de son pouvoir. Ma mère est apparue à ses côtés, s'essuyant les yeux pour la caméra en disant « Nous voulions juste récupérer notre fille ». Cette phrase a fait plus mal que les insultes parce que c'était le genre de mensonge auquel les gens voulaient croire. Une fille riche repoussant ses parents en difficulté, c'était simple. Une famille essayant de piéger financièrement la fille qu'ils ressentaient comme une menace, c'était plus désordonné, plus laid, plus difficile à expliquer dans une section de commentaires. Cet après-midi-là, j'ai appelé Nicole Carter. Nicole était mon avocate depuis ma première fusion d'entreprise, mais elle était aussi la seule amie qui avait cerné ma famille bien avant moi. Lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas perdu de temps à me réconforter avec de doux mensonges. Elle a regardé les vidéos d'Émilie, a lu les commentaires, a regardé les faux avis et a dit « Ce n'est pas juste quelqu'un qui vide son sac. C'est du harcèlement ciblé, de la diffamation et possiblement une ingérence dans ton entreprise. » J'ai demandé « Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle a répondu « Tu arrêtes de réagir avec émotion et tu commences à tout documenter légalement. » Alors, nous avons monté un dossier. Des captures d'écran de chaque publication, des copies de chaque message, les images de vidéosurveillance de mon Porsche et du hall de mon bureau, le tableur, la discussion de groupe familial où ma mère avait écrit « Si elle ne veut pas payer de son plein gré. On lui fera tellement honte qu'elle paiera. » Ce message est devenu le centre de tout. La honte pour la faire payer. Ni amour, ni réconciliation, juste le paiement. Pendant que Nicole organisait l'épreuve, une autre notification est apparue. Émilie avait encore publié quelque chose. Cette fois, elle affirmait que j'avais abandonné financièrement mes parents âgés. Mon père n'avait que 62 ans et travaillait encore à temps partiel par choix. Ma mère avait des économies pour la retraite. Il n'était pas dans le besoin. Mais en ligne, les faits avançaient plus lentement que l'indignation. Dans la soirée, 2 clients m'ont envoyé un email pour me demander si la controverse affecterait notre contrat. Un investisseur a reporté une réunion. L'animateur d'un podcast a annulé mon interview en disant qu'il ne voulait pas être mêlé à des drames familiaux. Cette phrase m'a presque fait hurler. Drame familial est le terme que les gens utilisent pour parler d'abus quand cela les met mal à l'aise de prendre parti. Je voulais enregistrer ma propre vidéo et tout exposer. Nicole m'en a empêché. Pas encore, a-t-elle dit. Si tu te bats avec eux dans la boue, ils prétendront que tu attaques ta pauvre famille. Il nous faut un avertissement clair. Ensuite, on agit. Alors, ce soir-là, j'ai rédigé un message pour Émilie, Cathy et Richard. C'était court. Arrêtez de publier de fausses accusations sur moi. Arrêtez de contacter mon lieu de travail, et arrêtez d'encourager des inconnus à harceler mon entreprise. Si cela continue, j'entamerai des poursuites judiciaires. Émilie a répondu avec un emoji qui pleure de rire. Ma mère a répondu, des poursuites judiciaires contre ta propre mère ? Tu devrais avoir honte. Mon père n'a pas répondu du tout. Au lieu de cela, 2 jours plus tard, il a fait quelque chose de si extrême que même Nicole est restée silencieuse quand je le lui ai dit. Il a déposé une requête demandant une évaluation psychiatrique, affirmant que ma richesse soudaine m'avait rendu instable, paranoïaque et incapable de gérer mes affaires. Il a suggéré au tribunal d'examiner si un membre de la famille devrait superviser mes biens. Un membre de la famille. J'ai lu cette ligne 5 fois. Puis j'ai compris pourquoi il avait été si silencieux. Émilie voulait la pression publique. Ma mère voulait la culpabilité. Mon père voulait le contrôle. Je pensais que la trahison serait une sensation brûlante, comme une colère qui me consumerait la poitrine. Mais le matin où j'ai vu la requête de mon père, la trahison m'a fait l'effet d'un froid glacial. Je me suis assise dans le bureau de Nicole avec le document sur la table entre nous, et pendant quelques secondes, aucune de nous n'a parlé. La requête était pleine d'une inquiétude soigneusement formulée. Richard Brox se décrivait comme un père inquiet. Il affirmait que je m'étais isolé de la famille, que j'étais inhabituellement sur la défensive au sujet de l'argent et hostile à des discussions raisonnables de soutien financier. Il a écrit que j'avais montré des signes de méfiance délirante après avoir refusé de les rencontrer en privé.
Il a même joint des captures d'écran de mon message d'avertissement comme preuve que je menaçais d'engager des poursuites sans motif. C'était écœurant parce que c'était stratégique. Il n'était pas seulement en colère. Il construisait un récit où mes limites devenaient des symptômes, et mon succès devenait une preuve d'instabilité. Nicole a tapoté la page d'un doigt et a dit « C'est la limite. On y met fin maintenant. » J'ai demandé ce que cela signifiait, d'y mettre fin. Elle a dit « Réponse d'urgence, mise en demeure, plainte pour ingérence commerciale, dossier de diffamation et une demande d'ordonnance de protection s'il continue de se pointer. » J'ai hoché la tête, mais mon estomac s'est noué. Il y a un chagrin étrange à préparer des poursuites judiciaires contre les personnes dont les noms figurent sur votre acte de naissance. Une partie de moi se souvenait encore de l'époque où j'avais 7 ans, assise sur les épaules de mon père lors d'un défilé du 4 juillet. Une partie de moi se souvenait de ma mère essuyant la farine sur mon nez pendant que nous préparions des biscuits de Noël. Une partie de moi se souvenait d'Émilie se faufilant dans ma chambre après des cauchemars et dormant par terre parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait peur. Ces souvenirs ne disparaissaient pas simplement parce qu'ils étaient devenus cruels. C'était la partie la plus difficile. Les familles toxiques n'arrivent pas en tant que monstres. Elles arrivent sous les traits de personnes qui ont autrefois tenu votre main, ce qui rend d'autant plus difficile de s'en rendre compte lorsqu'elles commencent à resserrer leur emprise autour de votre gorge. Nicole m'a laissé le temps de respirer, puis elle a dit « Lorraine, écoute bien. Ils comptent sur ta culpabilité. Ils croient que tu vas protéger l'idée de la famille alors même qu'ils en détruisent la réalité. » Cette phrase m'est restée en tête. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai ouvert un tiroir verrouillé dans mon bureau. À l'intérieur se trouvaient des dossiers que je n'avais jamais prévu d'utiliser contre qui que ce soit. Des virements bancaires à ma mère, des chèques faits à mon père, des paiements à Émilie pendant son divorce, des emails où elle me remerciait en privé tout en m'insultant publiquement. J'ai trouvé un message vocal de ma mère disant « Je sais que tu as aidé, chérie, mais ne le dis pas à Émilie. Elle serait gênée. » J'ai trouvé un SMS de mon père après que j'ai couvert son prêt immobilier « Je suis fier de toi. Ne dis pas à ta sœur que je te l'ai demandé. » Chaque preuve était comme ramasser des morceaux de verre brisés. Cela me protégeait, mais cela me coupait aussi. Le lendemain matin, Nicole a envoyé la lettre de mise en demeure. Elle était formelle, tranchante et impossible à mal interpréter. Ils avaient 24 heures pour supprimer les fausses publications, arrêter de contacter mon lieu de travail, retirer leurs accusations et annuler la demande d'évaluation psychiatrique, sinon nous allions porter plainte. Pendant 3 heures, rien ne s'est passé. Puis Émilie a lancé un live. Elle a intitulé la diffusion en direct « Ma riche sœur nous menace maintenant ». J'ai regardé depuis le bureau de Nicole pendant qu'elle pleurait devant la caméra et agitait la lettre comme s'il s'agissait d'une preuve de ma cruauté. Ma mère était assise à côté d'elle, hochant la tête, disant « Nous l'avons mieux élevé que ça ». Mon père n'est apparu qu'une minute, mais ce qu'il a dit a tout changé. Quand quelqu'un devient soudainement riche, parfois il perd le contact avec la réalité. Il a dit aux spectateurs, nous essayons seulement de la protéger et de protéger la famille. Protéger la famille. À ce moment-là, des milliers de personnes regardaient. Les commentaires défilaient trop vite pour être lus. Certaines personnes ont fait des dons d'argent à Émilie pendant le live. D'autres ont exigé que mon entreprise soit boycottée. Ensuite, Émilie a commis sa plus grosse erreur. Elle a dit, si Lorraine ne veut pas que ce soit public, elle peut régler ça en privé. Elle sait quels chiffres nous lui avons donnés. Nicole a mis la vidéo en pause et a souri pour la première fois de la semaine. Voilà, a-t-elle dit. Je ne comprenais pas. Elle a rembobiné l'extrait. Elle vient d'admettre que la campagne publique est un moyen de pression pour obtenir un paiement privé. En moins d'1 heure, nous avions sauvegardé toute la diffusion en direct, y compris les commentaires, les registres de dons et le moment où Émilie a fait référence aux chiffres. Le lendemain matin, nous avons déposé plainte. Pas juste une petite réclamation discrète. Une action en justice complète pour diffamation, harcèlement, ingérence intentionnelle dans les relations commerciales et extorsion civile basée sur des tactiques de pression documentées. Nicole a également déposé une réponse à la requête de mon père avec des preuves de mes pleines capacités. Registre du conseil d'administration, audit financier, certificats médicaux, documents de gouvernance de l'entreprise et témoignages de collègues. Si Richard voulait remettre en question mon esprit, nous allions passer ses motivations au microscope. Lorsque les documents ont été signifiés, Émilie m'a appelé 17 fois. Ma mère a laissé des messages vocaux oscillant entre les sanglots et la rage.
Mon père a finalement envoyé un SMS, « Tu fais une erreur que tu ne pourras pas réparer. » J'ai répondu par une seule phrase. Non, papa. C'est toi. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, suivi du coursier juridique de Nicole. Je ne suis pas entré. Je me suis tenu sur le porche où j'avais autrefois attendu les bus scolaires, j'ai tendu une enveloppe scellée, et quand mon père a ouvert la porte, j'ai dit, ceci contient la plainte, l'index des preuves et la demande de retrait de ta requête. Arrêtez, ou on se voit au tribunal. Émilie lui a arraché l'enveloppe, l'a déchirée et a commencé à lire. Son visage a changé en premier, puis celui de ma mère, puis celui de mon père. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, personne n'avait rien à dire. Le silence a duré exactement un jour. Ensuite, la panique a commencé. Émilie a supprimé 3 vidéos, mais pas la diffusion en direct. Elle a modifié les légendes, désactivé les commentaires et publié une vague déclaration disant « Les gens de pouvoir essaient de faire taire les victimes ». Ma mère a appelé nos proches un par un, leur disant que j'avais pris une avocate contre mon propre sang. Mon père n'a rien retiré du tout. En fait, son avocat a insisté, arguant que ma plainte prouvait que j'étais réactive, rancunière et émotionnellement instable. Geek. Nicole a lu cette ligne à voix haute lors de la préparation au tribunal et a dit « Bien. » Laissez-les continuer à parler. Je ne me sentais pas bien. La réputation de mon entreprise saignait. Nous avions perdu un client majeur, non pas parce qu'ils croyaient Émilie, mais parce que leur conseil d'administration ne voulait pas de controverse publique. Mes employés recevaient des emails injurieux. Quelqu'un a envoyé par la poste une capture d'écran imprimée de moi en train de pleurer à notre bureau avec les mots « Paie tes parents » écrits dessus au marqueur rouge. J'ai renforcé la sécurité du bâtiment, engagé une agence de communication de crise et envoyé une déclaration calme aux clients, expliquant qu'une action en justice était en cours concernant une affaire de harcèlement privé impliquant de fausses accusations. Le calme était important. Le calme faisait professionnel. Le calme donnait aussi l'impression de porter un masque pendant que votre maison brûlait. La nuit, je dormais à peine. Je ne cessais de me repasser une question. Y avait-il une version de cette histoire où j'aurais pu arrêter tout cela plus tôt en payant? La réponse était oui, mais seulement temporairement. Payer n'aurait pas acheté la paix. Cela leur aurait appris que la cruauté publique fonctionnait. Nicole me le rappelait chaque fois que ma culpabilité devenait trop forte. Ils n'ont pas demandé d'aide, disait-elle. Ils ont émis une facture pour ton existence. La première audience concernait la demande d'évaluation psychiatrique de mon père. Richard est arrivé dans un costume sombre, l'air solennel et blessé, l'image parfaite du parent inquiet. Cathy était assise derrière lui, serrant des mouchoirs. Émilie était assise à côté d'elle, avec des lunettes de soleil sur la tête, comme si elle assistait à la fois à une tragédie et à un événement mondain. Quand le juge a demandé pourquoi Richard pensait qu'une évaluation était nécessaire, son avocat a parlé de richesse soudaine, d'éloignement familial et d'hostilité irrationnelle. Puis Nicole s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a présenté mes dossiers de direction d'entreprise, les évaluations de mes compétences financières par des auditeurs indépendants. Les procès-verbaux du conseil d'administration montrant une confiance unanime en mon leadership et des documents médicaux confirmant qu'il n'y avait aucun fondement aux affirmations de Richard. Ensuite, elle a présenté le tableur intitulé « Frais d'éducation ». L'atmosphère du tribunal a changé. Même le juge a lentement levé les yeux. Nicole a continué, « Votre honneur. » La requête a été déposée après que Madame Brox a refusé une demande de 487 000 $ de la part de sa famille. Elle a été déposée après que des vidéos publiques ont été utilisées pour faire pression sur elle. Elle a été déposée après un avertissement écrit d'arrêter le harcèlement. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'inquiétude. Il s'agit de coercition. L'avocat de Richard a objecté. Le juge a autorisé Nicole à continuer, avec des limites. Elle a ensuite diffusé l'extrait du live où Émilie disait « Elle sait quels chiffres nous lui avons donnés. » Mon père a fixé la table. Ma mère a arrêté de s'essuyer les yeux. Émilie a chuchoté quelque chose avec colère à son avocat. Le juge a demandé directement à Richard, « Monsieur Brox, étiez-vous au courant de cette demande de paiement ?» Mon père a répondu, « Ce n'était pas une demande. C'était une discussion sur l'équité. » Le juge a demandé, « Votre fille a-t-elle refusé de payer avant ou après que vous ayez déposé cette requête ?» Richard a hésité.
Cette hésitation était plus forte que n'importe quel aveu. Après, a-t-il finalement dit. Nicole ricanement l'a corrigé, le refus a été documenté avant la requête. L'expression du juge s'est durcie. À la fin de l'audience, la requête a été rejetée. Pas repoussée. Pas atténuée. Rejetée. Le juge a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve crédible justifiant une évaluation de l'état mental, et a averti l'avocat de Richard concernant l'utilisation abusive des procédures judiciaires dans le cadre de litiges financiers privés. C'était la première vraie victoire, et je pensais ressentir du soulagement. Au lieu de cela, je suis sorti du tribunal en tremblant. Mon père m'a suivi dans le couloir et a dit à mi-voix, « Tu m'as humilié ». Je me suis retourné et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai dit, « Non. J'ai exposé ce que tu as essayé de faire. » Il s'est rapproché, baissant la voix. « Tu crois que l'argent te rend intouchable ?» Avant que je puisse répondre, Nicole s'est interposée entre nous et a dit, « Monsieur Brox, tout contact ultérieur doit passer par les avocats. » Il a ri amèrement. « Elle a besoin d'une avocate pour parler à son père maintenant. » J'ai répondu, « Non. J'ai besoin d'une avocate parce que mon père a essayé de prendre le contrôle de ma vie. » Pour une fois, il n'a pas eu de réponse toute faite. Mais Émilie, si. Elle m'a enregistré quittant le palais de justice et a publié l'extrait avec la légende, « Elle a souri après avoir humilié notre père. » Je n'avais pas souri. J'avais à peine respiré. Mais à ce stade, la vérité n'avait pas d'importance pour Émilie à moins qu'elle ne puisse être coupée pour en faire du contenu. Ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un ancien camarade de classe a commenté sous la publication d'Émilie, « Lorraine n'a-t-elle pas payé ton loyer pendant ton divorce ?» Ensuite, un de mes cousins a écrit, « Tante Cathy nous a dit que Lorraine avait payé la facture de l'hôpital. » Puis, l'ancien collègue de mon père a publié, « Richard s'est vanté pendant des années que Lorraine l'avait aidé quand il était en retard pour payer la maison. » Le mur s'est fissuré. Les gens ont commencé à poser des questions auxquelles Émilie ne pouvait pas répondre. Où était la preuve que je n'avais jamais aidé? Pourquoi y avait-il un tableur? Pourquoi avait-il demandé près d'un demi-million de dollars? Pourquoi mon père avait-il demandé une évaluation psychiatrique juste après mon refus? Émilie a supprimé des commentaires, mais les captures d'écran se répandaient plus vite. Pour la première fois, la machine d'Internet qu'elle avait retournée contre moi commençait à se retourner contre elle. L'affaire de diffamation a avancé plus vite que je ne le pensais, car le propre comportement en ligne d'Émilie ne cessait de l'alimenter. Chaque fois que l'équipe de Nicole demandait la conservation des preuves, Émilie publiait quelque chose de nouveau. Chaque fois que son avocat lui conseillait de faire preuve de retenue, elle faisait allusion à de sombres secrets à venir. Mais il n'y avait pas de sombres secrets. Il n'y avait que du ressentiment déguisé en justice. Au cours de la communication des pièces, nous avons reçu des messages entre Émilie et ma mère qui m'ont fait mal au cœur. Dans un message, Émilie a écrit, « Elle paiera si assez de gens lui font honte. » Ma mère a répondu, « Ton père pense que l'histoire de la santé mentale lui fera plus peur. » Dans un autre, Émilie a écrit, « Ne mentionne pas l'argent qu'elle a déjà envoyé. » Ça affaiblit l'histoire. Voir ces mots m'a fait plus de mal que les publications publiques, car ils prouvaient que la cruauté n'était pas accidentelle. Elle savait exactement ce qu'elle cachait. Elle savait exactement quelle image elles étaient en train de peindre. Le procès a attiré l'attention parce que les gens adorent regarder les conflits de familles riches, jusqu'à ce qu'ils réalisent que la richesse n'est pas la véritable histoire. La véritable histoire, c'était le contrôle. Le premier jour, je me suis assise à côté de Nicole pendant qu'Émilie entrait, vêtue d'une robe bleu pâle et arborant l'expression de quelqu'un qui se prépare à être photographié. Cathy avait l'air plus petite que d'habitude. Richard avait l'air furieux, mais pas effrayé. Pas encore. La déclaration liminaire de Nicole fut simple. Cette affaire ne consiste pas à déterminer si les membres d'une famille peuvent se demander de l'aide. Cette affaire porte sur ce qui se passe lorsqu'une demande se transforme en une campagne de mensonges publics, de harcèlement sur le lieu de travail, d'ingérence commerciale et de pression juridique utilisées comme des armes. L'avocat d'Émilie a essayé de la dépeindre comme une sœur désespérée défendant des parents négligés. Il a parlé de valeurs familiales, de sacrifices et de mon mode de vie luxueux. Il a dit que je vivais derrière des portails pendant que mes parents s'inquiétaient pour leur retraite. Il a dit que le succès m'avait changé. Puis, Nicole a montré au jury les paiements privés, la facture de l'hôpital, le virement pour le prêt immobilier, le soutien pendant le divorce,
le fonds d'urgence que j'avais créé pour ma mère des années auparavant. Un par un, les éléments de l'histoire qu'Émilie avait construite ont commencé à s'effondrer. Quand j'ai témoigné, j'ai gardé une voix stable. J'ai expliqué que je n'avais jamais refusé une aide raisonnable. J'ai refusé une fausse dette. J'ai refusé qu'on me fasse honte publiquement pour me faire payer ma propre enfance. J'ai refusé de laisser mon père remettre en question ma santé mentale parce que j'avais dit non. L'avocat d'Émilie a demandé, n'est-il pas vrai que vous avez pris vos distances avec votre famille après être devenu riche? J'ai répondu, j'ai pris mes distances après que mes limites ont été traitées comme une trahison. Il a demandé, croyez-vous que les enfants ne doivent rien à leurs parents? J'ai dit, je crois que les enfants peuvent aimer leurs parents sans devenir une propriété financière à vie. Le tribunal est resté silencieux après cela. Ensuite, Émilie a témoigné. Au début, elle a joué à la perfection. Elle a pleuré au bon moment. Elle a parlé du fait de me voir oublier la famille. Elle a dit que le tableur n'était pas une exigence, juste un point de départ symbolique pour une conversation. Nicole s'est levée pour le contre-interrogatoire et l'a fait passer à travers chaque publication. Vous avez traité Lorraine d'égoïste? J'étais blessé. Vous avez dit qu'elle avait abandonné vos parents? C'est ce que je ressentais. Vous saviez qu'elle avait payé les frais médicaux de votre mère? Émilie a dégluti. Je ne pensais pas à ça. Vous saviez qu'elle vous avait envoyé de l'argent pendant votre divorce? C'était privé. Mais vos accusations étaient publiques? Le visage d'Émilie s'est empourpré. Nicole a diffusé l'extrait du live. Quand vous avez dit, elle sait quel chiffre nous lui avons donné, à quel chiffre faisiez-vous référence? Émilie a dit, je ne m'en souviens pas, Nicole a placé le tableur sur l'écran. C'était 487 000 $? Émilie a regardé son avocat. C'était une estimation. Une estimation de quoi? De ce que mes parents ont dépensé. Pour élever leur propre enfant? Ah, a lâché Émilie sèchement. Lorraine agit comme si elle avait tout fait toute seule. C'était la première chose honnête qu'elle disait. Pas exacte, mais honnête. Nicole a adouci sa voix. Donc, il n'a jamais été question que vos parents soient abandonnés. Il s'agissait du fait que Lorraine a réussi d'une manière dont vous vous êtes senti exclu. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes de colère. Elle se croit meilleure que nous. J'ai baissé les yeux sur mes mains parce que cette phrase révélait enfin la blessure sous larmes. Émilie ne voulait pas de remboursement. Elle voulait la preuve que mon raclement de gorge succès restait soumis à son jugement. Le témoignage de ma mère a été pire, d'une manière plus discrète. Cathy a admis qu'elle était au courant d'une partie de mon aide financière, mais a dit, une fille ne devrait pas avoir besoin d'être félicitée pour avoir fait ce qui est juste. Nicole a demandé, mais elle méritait d'être condamnée publiquement pour ne pas en avoir fait plus. Cathy a commencé à pleurer. Je voulais juste que ma famille soit réunie. Nicole a répondu, vous avez essayé de les réunir autour d'un mensonge. Mon père est passé en dernier. Richard a essayé de garder le contrôle, mais la requête d'évaluation psychiatrique l'a piégé. Nicole a demandé, quelles sont vos qualifications pour évaluer les capacités mentales de Lorraine? Je suis son père. Ce n'est pas une qualification. Il s'est hérissé. Elle a demandé s'il avait consulté un professionnel de santé avant de déposer la demande. Il a dit que non. Elle a demandé s'il avait des preuves que je gérais mal mon argent. Il a dit que mon refus d'aider était une preuve de mauvais jugement. Nicole a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Donc, quand votre fille adulte a refusé de payer une demande financière, vous avez considéré cela comme de l'instabilité mentale? Richard n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde l'avait entendu. Le verdict n'est pas tombé comme un coup de tonnerre. Il est tombé par un gris jeudi matin, dans une salle d'audience si silencieuse que je pouvais entendre Émilie respirer de l'autre côté de l'allée. Le juge a statué en ma faveur sur les plaintes principales, concluant que les accusations publiques d'Émilie étaient fausses et préjudiciables, que ma mère avait participé à la diffusion d'affirmations qu'elle savait incomplètes et trompeuses. Et que la requête de mon père avait été déposée sans base crédible dans un contexte qui suggérait fortement une pression financière. Le tribunal a ordonné des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, le remboursement des frais de justice, la suppression du contenu diffamatoire, un rectificatif public, et des restrictions strictes les empêchant de contacter mon lieu de travail, mes clients, mes employés ou mes partenaires commerciaux.
Le juge a également transmis les inquiétudes concernant l'utilisation abusive de la demande d'évaluation psychiatrique pour un examen plus approfondi. Émilie a émis un son comme si on lui avait coupé le souffle d'un coup de poing. Cathy s'est couvert le visage. Richard a regardé droit devant lui, la mâchoire serrée, comme s'il refusait de réagir, allait d'une manière ou d'une autre annuler la décision. Je m'attendais à ce que la victoire ait un goût doux. Ce n'était pas le cas. C'était net, et net, c'est différent. Doux aurait signifié que j'appréciais de les voir tomber. Net signifiait que je pouvais enfin respirer sans ravaler leurs mensonges. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes ont crié des questions. Émilie a essayé de passer devant eux, mais l'un d'eux a demandé « Pourquoi avez-vous affirmé que votre sœur n'avait jamais aidé alors que les dossiers montrent qu'elle a payé des dépenses familiales ?» Un autre a demandé « Les frais d'éducation, c'était votre idée ?» Elle a continué d'avancer, mais les caméras l'ont suivie. Cathy a murmuré « Émilie, qu'est-ce que tu as fait ?» Émilie s'est retournée vers elle si vite que c'en était presque effrayant. « Ne me mets pas ça sur le dos. Tu voulais l'argent, toi aussi. » Cet extrait est devenu viral avant le dîner. Pas à cause de moi, mais parce que pour une fois, le monde les voyait sans aucun montage. Les excuses publiques qu'ils ont reçues l'ordre de publier étaient raides et de toute évidence rédigées par des avocats. Nous reconnaissons que certaines déclarations faites au sujet de Lauren Brooks étaient inexactes et préjudiciables. Ce n'était pas sincère, mais c'était permanent. Les médias qui avaient ignoré la première campagne de dénigrement couvraient maintenant le jugement. Le gros titre qu'Émilie a le plus détesté était simple, une fondatrice millionnaire gagne son procès après que sa famille a exigé des frais d'éducation. Mon entreprise a publié un communiqué remerciant les clients et les employés pour leur patience. 2 contrats qui avaient été suspendus ont été rétablis. L'investisseur qui avait reporté notre réunion s'est excusé et a doublé son engagement. Mon personnel m'a fait la surprise de m'offrir une petite carte sur laquelle on pouvait lire « Vos limites nous ont tous protégés ». Cette carte m'a fait pleurer plus fort que le verdict, mais les conséquences pour ma famille ont été plus dures que l'argent. Émilie a perdu les partenariats avec les marques qu'elle avait construits en ligne. Des gens ont fouillé dans ses anciennes vidéos et ont trouvé des années de publications où elle se moquait de moi, tout en faisant allusion à mon succès chaque fois que cela lui donnait l'air d'avoir des relations importantes. Ses abonnés se sont divisés en 2 groupes, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés uniquement pour regarder son effondrement. Les amis de l'église de Cathy ont arrêté de l'inviter au comité, non pas parce qu'ils étaient des saints, mais parce que personne ne voulait être associé à une mère qui avait aidé à humilier publiquement sa propre fille pour de l'argent. Le contrat de consultant à temps partiel de Richard a pris fin discrètement. Il a dit à la famille qu'il avait choisi de prendre sa retraite, mais mon cousin m'a dit plus tard que l'entreprise ne voulait pas que son nom soit associé au leur après l'histoire de l'évaluation psychiatrique. Pendant des semaines, des proches qui étaient restés silencieux ont commencé à m'appeler. Certains se sont excusés. Certains voulaient des détails. Certains voulaient se rapprocher de moi maintenant que j'avais gagné. J'ai accepté quelques excuses. J'ai ignoré la curiosité. Gagner m'a appris que toute porte ouverte ne mérite pas qu'on la franchisse. 3 mois plus tard, j'ai déménagé mon bureau dans un nouveau siège social avec une meilleure sécurité et des fenêtres plus lumineuses. Sur le mur, près de l'entrée, j'ai accroché le premier dollar que mon entreprise ait jamais gagné, encadré à côté d'une note que je m'étais écrite il y a des années, construis quelque chose que personne ne pourra te prendre en te faisant culpabiliser. Je pense encore parfois à ma famille. Je pense à la version de nous qui aurait pu exister si Émilie avait dit « Je suis fier de toi ». Si ma mère avait dit « Je suis désolé ». Si mon père avait dit « J'avais tort ». Mais ils ne l'ont pas fait. Et j'ai arrêté d'écrire des excuses imaginaires pour des gens qui se complaisent dans la cruauté. 6 mois après le verdict, Émilie m'a envoyé un email. Sans objet. Juste une phrase, peut-on parler ? Ou as-tu vraiment rompu avec nous pour toujours ? Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis, j'ai tapé, je suis prête à vous parler en présence d'un médiateur agréé, une fois que tu auras effectué les rectificatifs ordonnés par le tribunal et remboursé les frais de justice restants. Elle n'a jamais répondu. Cela m'a tout dit. Elle ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait un accès sans avoir à rendre de compte. Les gens me demandent toujours si je leur ai pardonné. La réponse honnête est compliquée. Je me suis d'abord pardonné à moi-même. D'avoir dit non, de les avoir traînés en justice, de ne pas avoir sauvé des gens qui étaient prêts à me noyer pour de l'argent. Quant à eux, j'ai arrêté d'avoir besoin de haine pour garder mes distances.
La distance est devenue la paix, et la paix est devenue la vengeance à laquelle il ne s'attendait pas. La dernière fois que je suis passé en voiture devant la maison de mes parents, la lumière du porche était allumée, et pendant une seconde, j'ai vu le fantôme de la petite fille que j'étais, debout avec un sac à dos, attendant d'être aimé sans condition. J'avais envie de lui dire, un jour, ils te présenteront une facture pour avoir survécu à leur éducation. Ne la paie pas, puis j'ai continué à conduire. Parce que la famille peut être sacrée, oui, mais seulement quand l'amour est plus fort que le sentiment que tout nous est dû. Et quand les gens transforment votre sang en contrat, votre silence en faiblesse, et votre réussite en quelque chose qu'ils pensent posséder, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de fermer la porte, de garder les reçus et de vous choisir vous-même. Alors, dites-moi honnêtement, si votre famille exigeait d'être payée pour vous avoir élevé après que vous ayez réussi, paieriez-vous pour garder la paix? Ou vous battriez-vous pour protéger la vie que vous avez construite?